Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il commence à y avoir de gros troubles en Espagne et qu'il y a toujours des troubles religieux en Allemagne. Et nous allons reprendre là. Pour ce mois de novembre, les communistes, les socialistes et les trotskistes intensifient leur action propagandiste contre le régime hitlérien. Le 1er novembre, la société coloniale allemande explique la reprise de la politique coloniale allemande comme une simple question de temps. Comme déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est le général von Epp qui est chargé de former des administrateurs pour prendre en charge les anciennes colonies allemandes une fois qu'elles seront récupérées. Pour cela, il ouvre une école à Ladeburg, près de Berlin. Le 2 novembre, peu avant que le croiseur Emden ne parte pour un long voyage au large de l'Afrique, Hitler rencontre son commandant, Karl Dönitz. Donc cela est la première rencontre entre Hitler et son futur successeur, Karl Dönitz. Le 9 novembre, 11e anniversaire du putsch des brasseries. C'est lors de cette cérémonie du 9 novembre 1934 où, pour la première fois, les personnes ayant obtenu l'ordre du sang portent cette médaille. Pourquoi ? Parce que l'idée de faire une telle décoration pour cet événement est arrivée courant 1932, certains disent même 1931, bien que cela devait cogiter dans l'esprit d'Hitler depuis bien longtemps. C'est en mars 1934 qu'Hitler donne son accord pour que cette médaille puisse être portée. De ce que j'ai trouvé, Hitler aime bien donner lui-même la médaille lors de cérémonies par exemple, mais il arrive que certains l'obtiennent sans la présence d'Hitler. À l'origine, cette décoration ne devait pas s'appeler l'ordre du sang, mais un signe d'honneur du 9 novembre 1923. De 1934 à 1938, il y aura 1500 ordres du sang décernés pour la participation active du 9 novembre 1923. Donc il y aura les SA et les Freikorps engagés dans les combats dans Munich, les membres de la police et de l'armée ayant participé au putsch du côté putschiste auront droit également à cette médaille si ils ont été virés de leur poste. Par exemple, rien que le fait d'être policier ou militaire et d'avoir été passif en laissant passer les putschistes et après avoir perdu son emploi, cela pouvait donner à cette personne la possibilité d'obtenir cette médaille. À une condition, si ces personnes, ces policiers ou ces membres de l'armée, font partie du mouvement nazi avant 1932, il peut demander cette médaille. Après 1932, ce n'est pas possible. Et ensuite, les SA et les membres du Freikorps qui se sont mis en marche pour participer au putsch et pour une raison ou une autre, ils en ont été empêchés par la police ou l'armée par exemple, peuvent aussi bénéficier de cette décoration parce qu'ils faisaient partie du putsch, sauf qu'ils n'ont pas pu atteindre leur destination. À partir de mai 1938, il y a une nouvelle série de 2500 exemplaires d'ordre du sang pour les personnes ayant combattu dans le Reich allemand ou en Autriche. Les personnes condamnées à mort ayant eu une peine commuée en prison à vie, les personnes ayant fait au moins 1 an de prison pour le parti et les personnes blessées pour le parti. Ce qui nous donne un total de 4000 ordres du sang. De ce que j'ai trouvé, dans ces 4000 ordres du sang, il y aura une femme qui l'obtiendra, Éléonore Bohr, et information à prendre avec des pincettes,
une autre femme allemande et 14 femmes autrichiennes. Mais comme dit, c'est des informations à prendre avec des pincettes. Je n'ai pas trouvé ces informations dans les livres, mais sur Internet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins une femme qui a obtenu l'ordre du sang. Et si vous suivez les vidéos, vous pouvez voir que Hitler a certainement donné ses règles parce que cela s'applique à lui. Hitler a le tiercé gagnant, il a participé au putsch, il a fait au moins 1 an de prison pour le parti et il a été blessé pour le parti. Pour information, si une personne quittait le parti pour X raison, il devait rendre sa médaille, mais par contre, après la mort du titulaire, la famille pouvait garder la médaille. Je précise, pour les pointilleux en histoire, cet ordre du sang a bien été créé courant 1932-1933. Des diplômes ont été décernés, mais ce n'est qu'en mars 1934 qu'Hitler donne son accord pour que les gens puissent porter cette décoration. Le 14 novembre, l'Angleterre annonce la création de nouveaux aéroports militaires. Information importante parce que, comme déjà dit, le traité de Versailles, c'est pour tout le monde. Tout le monde devait baisser son armement et ses armées, et cela n'avait été respecté que par les Allemands. Mais depuis que Hitler est au pouvoir, si d'autres pays ne respectent pas le traité de Versailles, eh bien pour lui, ça veut dire qu'il peut également outrepasser le traité de Versailles. Donc, pourquoi pas aussi avoir des avions, ou du moins des avions officiels, parce que, comme déjà dit, officieusement, les pilotes s'entraînaient en Union soviétique, et ensuite ils s'entraînent sur des avions civils en Allemagne. Le 26 novembre, à Prague, la fermeture de l'université allemande provoque de graves affrontements entre étudiants allemands et tchèques. Le 27 novembre, l'association de la communauté religieuse indépendante d'Allemagne, donc c'est comme vu dans les vidéos précédentes, les religieux qui sont contre le régime nazi et sa politique en matière de religion, est interdit pour propagande marxiste camouflée. Le 30 novembre, tous les clubs sportifs du Reich sont placés sous le contrôle des jeunesses hitlériennes. En novembre également, le Conseil général de l'industrie allemande est remplacé par une chambre économique du Reich. Dirigée par Albert Pieg, l'ensemble de l'économie est englobé dans 6 groupements du Reich, chargés respectivement de l'industrie, de l'artisanat, du commerce, des banques, des assurances, de l'énergie, et ces 6 branches seront dirigées par un grand patron industriel. L'initiative a pour but de déployer librement l'initiative privée dans le cadre des tâches fixées par l'État. Donc là, par exemple, tous les gros industriels qui seront chargés de ces branches sont des personnes ayant financé le NSDAP et Hitler, ayant également amené Hitler au pouvoir. Pour ce mois de novembre, Goebbels nous dit « La question des églises nous inquiète toujours. Le curé Niemöller parle à Berlin. Faut-il le virer ou l'interdire? Ni l'un ni l'autre. Gardons notre sang-froid jusqu'au plébiscite sur la Sarre. Mais après, par la suite, les Reichsleiter sont réunis en conférence. Question des églises, de la hausse des prix, du parti et de l'État. Rien de nouveau. Avec Hess et Himmler chez le Führer. Les cas de Frick et Himmler et de Lebetzau. Il faut faire des changements. Le Führer est furieux de toute cette racaille. Donc là, entre parenthèses, c'est parce que Lebetzau, qui est préfet de police, a fait arrêter un proche collaborateur de Goebbels. Goebbels met dans la conversation Frick, qui est ministre de l'Intérieur, et Himmler, qui est devenu chef de la police de Prusse. Et cela met encore plus Goebbels en rogne, c'est parce que Frick et Himmler n'ont rien fait pour protéger son collaborateur.
Par la suite, le soir, à la Bugerbrau, donc c'est la brasserie où Hitler commémore le putsch de 1923, la vieille garde de 1923, le Führer prend la parole sur un ton libre et entraînant. Il justifie le 9 novembre 1923 et parle du combat pour l'avenir. Je me retrouve tard au bar avec Streicher, la question juive. Streicher est quand même épatant. Par la suite, au café Carlton, parler avec le Führer de la question des églises et du problème fric. Il est résolu à agir prochainement. J'ai eu définitivement la peau de Levetzow. Eldorf va venir le remplacer. Là aussi, entre parenthèses, Goebbels veut que Eldorf remplace Levetzow en tant que préfet de police, parce que Eldorf est un proche de Goebbels. Nous pouvons même dire qu'ils sont amis. Ils passent tous les deux des soirées ensemble chez l'un et l'autre. Par la suite, Goebbels revient sur une dispute avec Magda, donc je ne le précise pas, mais pendant tout ce mois de novembre, ils se disputent. Et là, il dit « Catastrophe avec Magda. Malgré mon interdiction, elle part pour Dresde, après un adieu insultant. C'est la rupture. Je le lui ai dit, elle doit en supporter les conséquences. » L'après-midi, chez Leni Riefenstahl, de magnifiques prises de son film sur le congrès du parti. Cette Leni sait faire les choses, si seulement c'était un homme. Il revient sur sa dispute avec Magda. Il me faut rompre, profonde douleur. Mais moins cela durera, mieux ce sera. Je n'ai pas dormi une minute de la nuit. J'ai veillé et souffert au milieu de tourments effroyables. J'ai pensé mourir, mais je suis passé à travers. J'ai appelé Magda ce matin. Je lui ai ordonné de revenir sur le champ. Elle est insolente, peu sûre d'elle-même. Si elle n'obéit pas, alors j'agirai. Comme vous pouvez vous en douter, Magda est revenue par la suite auprès de Goebbels. Le 1er décembre, l'homme politique soviétique Sergueï Kirov est assassiné à Leningrad. Suite à cet assassinat, des milliers de personnes sont arrêtées à Leningrad et cela conduit à la première vague de procès spectacles en Union soviétique, ainsi qu'une grande purge. Quand nous disons grande purge pour Staline, cela peut être aussi bien de l'assassinat que des envois au goulag. Ce qui est intéressant pour notre Allemagne nazie, c'est que beaucoup de communistes allemands qui sont partis en exil en Union soviétique font partie des personnes purgées par Staline. Et quand je dis beaucoup, c'est quasiment la totalité des Allemands communistes. Le 3 décembre, à Rome, s'ouvrent les négociations internationales au sujet d'un référendum pour la Sarre. En Allemagne, adoption de la loi interdisant à tous les religieux le port de l'habit religieux en dehors des temples et des offices. Le 5 décembre, loi sur le crédit, qui place l'ensemble des banques sous l'autorité du président de la Banque centrale du Reich, Hjalmar Schacht. Limitation des retraits bancaires, relèvement des taux d'imposition. Petite précision, à ce moment-là en Allemagne, il y a une inflation et par contre les taux d'imposition qui augmentent, c'est plus pour les riches, en sachant que les familles nombreuses seront avantagées niveau impôt. Le 6 décembre, Hitler congédie Gottfried Feder de son poste de commissaire du Reich pour l'émigration. C'est Himmler et sa SS qui se chargeront de l'émigration. Le 12 décembre, pour les étudiants, les examens sportifs constitueront une partie obligatoire de leurs études. Le 20 décembre, alourdissement des peines pour les résistants au régime. Rudolf Hess signe une loi prévoyant des poursuites pénales, suivies d'internement, à l'encontre des personnes dont les déclarations auraient révélé une attitude hostile à l'égard du Parti national-socialiste ou de ses dirigeants. Fin décembre 1934, le nombre de chômeurs est tombé à 2 700 000. Pour ce mois de décembre, Goebbels nous dit
Révocation et arrestation du Gauleiter Bruckner. Article 175. Et éternel saboteur. Donc là, c'est le Gauleiter Bruckner, ne pas confondre avec l'aide de camp d'Hitler Bruckner. Par la suite, nouvelle loi sur les banques. À part ça, d'autres lois mineures et des cas individuels. Frick intercède en faveur de nazis. Il y a encore des miracles. Par la suite, avec le Führer au Kaiserhof. Important problème de politique étrangère. L'accord sur la Sarre a été conclu avec Paris. Une lueur d'espoir. Par la suite, Goebbels nous parle d'un rassemblement pour le secours d'hiver. À 4 heures avec Göring. C'est indescriptible. Des dizaines de milliers de personnes, allégresse et tumulte à perte de vue. Je manque d'être étouffé. Je dois me réfugier par 2 fois dans l'hôtel. Ces magnifiques berlinois. Et comme ils donnent, les plus pauvres avec le plus de cœur. Les larmes me viennent plus d'une fois. Je fais la quête partout, Magda aussi, et 1000 autres. Enthousiasme général. Le soir, compte rendu chez le Führer. 30 quêteurs et quêteuses sont là. Ambiance survoltée. Une grande victoire. J'ai rempli 42 boîtes. Et Goebbels rajoute, scène d'enthousiasme indescriptible, je suis très malheureux que l'on n'ait pas pu filmer tout cela. Le monde devrait voir cela. Le lendemain, Goebbels nous dit, au rapport chez le Führer, 3,5 millions pour l'ensemble du Reich. Un résultat massif. Félicitations du Führer. La presse est magnifique. Nous l'avons bien mérité. Un enthousiasme extraordinaire dans tout le pays. Le secours d'hiver a retrouvé sa popularité. L'après-midi avec le Führer, au Kaiserhof. Bruckner a avoué franchement l'article 175. Quel salaud. Par la suite, le Führer est très malade. Empoisonnement. Il fait adopter par le cabinet, dans l'après-midi, une loi au terme de laquelle il peut désigner son successeur par testament jusqu'à nouvel ordre. Il semble ainsi envisager le pire. Je suis profondément attristé. Je rentre à la maison plein d'inquiétude et de chagrin. Pour information, cette histoire d'empoisonnement peut être simplement les douleurs d'estomac d'Hitler que nous lui connaissons, ou bien il peut avoir subi un petit empoisonnement. D'après son majordome, Ling, il rapporte que c'est déjà arrivé que des aliments empoisonnés soient envoyés au Führer. Et justement, pour cette raison, le Führer ne mangeait jamais les choses que les gens lui envoyaient en cadeau. En sachant que, comme déjà dit dans des vidéos précédentes, Hitler a généralement peur d'être empoisonné, et même quand il allait dans un hôtel, c'est Magda Goebbels qui lui préparait des repas. Parce que justement, elle avait peur d'être empoisonnée par des communistes employés dans les hôtels. Mais d'après Ling, c'est arrivé parce que il dit qu'une fois, lui-même a mangé un fruit dans une corbeille qui était destinée au Führer et qu'il était tombé super malade et les médecins lui ont dit qu'il avait été empoisonné. Et une autre façon aussi d'essayer de tuer Hitler, c'est que quand les femmes lui jettent des roses, également les SS ramassent les fleurs, les roses, avec des gants. Parce que là aussi, d'après Ling, une tentative d'empoisonnement a échoué contre Hitler et c'était une fleur qui était empoisonnée. Fin de la parenthèse. Donc je reviens à Goebbels. Il faut chercher un bon médecin. Le Führer doit être mis sur pied. Je vais prendre une bonne fois les choses en main. L'entourage du Führer est trop léger sur ce sujet. Par la suite, Hitler va mieux, il part en déplacement et Goebbels nous dit « Travail et un peu de repos à la maison. Alerte. Le train du Führer a eu un accident. 15 morts. Collision avec un autobus. Le Führer est indemne. Une demi-heure épouvantable, jusqu'à ce que nous ayons des nouvelles précises. Épouvantable. Plus tard, le soir tard chez le Führer. Je suis si heureux qu'il soit là. Il raconte. Je puis à peine parler. Notre Führer. Il doit vivre longtemps, longtemps. Rentrer à la maison très tard. Fatigué, mais heureux. Par la suite, Goebbels dit qu'il est chez Ribbentrop et qu'il rencontre Lord Rothermere. Il dit qu'il aimerait bien que les Anglais soient tous comme cet Anglais.
parce qu'il est contre le traité de Versailles, il est pour le réarmement de l'Allemagne, pour que l'Allemagne retrouve ses colonies, et de plus, il appelle Goebbels le plus grand propagandiste du monde, et il dit que si Goebbels ne se plaît plus en Allemagne, lui, il l'engagerait en Angleterre pour 10 fois son salaire. Goebbels dit qu'il rigole avec lui, et qu'il dit non, je ne désire nullement changer. Et par la suite, nous voyons qu'avec Magda, ça va mieux, parce que ils parlent qu'ils envisagent d'avoir un nouveau bébé. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une bonne journée.